C'est parti pour ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce webinaire consacré donc le thème comment utiliser les financements publics pour valoriser votre entreprise. Alors, ce n'est un secret pour personne. Les aides publiques ont permis à de nombreuses sociétés de garder le cap et notamment pendant toute cette période de crise sanitaire. Voilà, on a aussi permis d'anticiper le plan de relance qui est arrivé fin d'année 2020. Donc, cette période un peu particulière a mis en lumière le rôle de l'État stratège dans sa politique de soutien à l'investissement. Politique de soutien à l'investissement qui maintenant se traduit depuis une dizaine d'années par une forte mobilisation en faveur de l'innovation. Alors, on pense notamment au succès du crédit impôt recherche, mais aussi, bien évidemment, à la création de BPI France en 2013, qui a permis de réunir en un seul opérateur les compétences de financement, d'investissement en fonds propres et d'accompagnement au service des entreprises. Alors, il faut savoir que BPI est quelque chose d'unique en Europe. C'est vraiment un pur produit français. C'est quand même une banque qui aujourd'hui centralise beaucoup de produits et, à l'instar presque d'une banque privée, peut prendre des participations dans les sociétés. Elle fait évidemment, pour ceux qui ont l'occasion d'en bénéficier, des garanties bancaires. Et puis, elle met en œuvre aussi voilà, tous les produits et les subventions des collectivités territoriales dans la région. Voilà, sous la houlette de BPI, les programmes d'aide se veulent plus structurés pour répondre aux enjeux de demain. On pense évidemment à tout ce qui se passe au niveau de l'économie sociale et solidaire, des technologies à impact. Donc, c'est soit via des appels à projets ciblés, soit via des concours ou des investissements d'avenir. On a notamment, alors, M. Emmanuel Macron, notre président, a choisi donc le jour de notre webinaire pour lancer le plan 2030. Merci à lui, en tout cas, c'est un bon timing pour nous. Et ce plan d'investissement 2030, dont les grandes lignes vont être dévoilées aujourd'hui, vont être une formidable caisse de résonance pour pas mal de sociétés qui innovent. Alors, on parle de pas mal de secteurs, évidemment. On va revenir sur les semi-conducteurs, sur, encore une fois, les technologies à impact. On parle quand même d'une trentaine de milliards d'euros sur 5 ans. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous serez les heureux bénéficiaires. Et contrairement justement à ce qu'on pourrait croire, malgré ces secteurs un peu où on parle de l'hydrogène, on parle du nucléaire, ces aides ne profitent pas qu'aux grands groupes, puisque les principaux bénéficiaires de ces dispositifs, on parle de 52%, emploient moins de 10 salariés. Donc, on voit que ça touche tout le monde, et notamment les TPE-PME. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, et à travers le titre, vous l'avez peut-être compris, le parti pris n'est pas aujourd'hui de vous dresser forcément un catalogue de tous les financements publics existants, mais plutôt d'expliquer comment l'apport de fonds publics, au-delà de l'aspect comptable, pourra avoir une influence stratégique sur la structuration de votre entreprise, que ce soit un levier dans votre business, bien évidemment la mise en œuvre et R&D, mais aussi l'impact de votre communication auprès de vos clients, voire la recherche de vos futurs talents. Donc, si on a parlé de valorisation, qui est plutôt un terme qui s'emploie sur les financements privés, on va voir que là, il va prendre toute sa dimension à travers la recherche de financement public. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dans ce que j'ai énoncé, effectivement, aujourd'hui, les financements sont très fléchés voilà, pour effectivement faire émerger les pépites et les talents de demain. Donc, j'en dirai pas plus, sinon ça serait un peu mordre sur voilà, le contenu de nos experts. Donc, pour aller plus loin, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Froment et Bonjour. Guillaume Hermosillat, voilà, de la Bonjour à société tous. Point du Jour. Alors, je vais me permettre de les présenter. Alors, bon, Guillaume et Paul, on se connaît bien puisqu'on l'accompagne depuis maintenant presque 7 ans Ouais. via Senwest Entreprises, les startups et les scale-up voilà, du territoire de Grand Paris Senwest. Donc, on est heureux de pouvoir les accompagner dans la recherche de financement. On les conseille, bien évidemment, et on va même plus loin. On va faire la rédaction de dossiers, mais tout ça, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Pour les présentations, Guillaume, je vais commencer par toi. Donc, tu es docteur en mécanique énergétique. Voilà, tu es passionné évidemment par l'innovation, ça se voit dans ton parcours. Ça fait 15 ans que tu travailles auprès des entreprises innovantes.
Donc, évidemment, tu détermines leur stratégie de financement. Et aujourd'hui, tu as rejoint, tu es directeur associé au sein de Point du Jour Conseil. Et évidemment, tu aides des entreprises à mieux structurer, c'est ce qu'on va voir, leur activité d'innovation et de développement. Paul, ben, tu accompagnes évidemment aussi des entreprises innovantes depuis près de 15 ans. Donc, évidemment, tu es expert en conduite de l'innovation et la stratégie prospective. Tu as fondé donc, Point du Jour Conseil, voilà, depuis 4 ans, et tu as permis, via ta société, de débloquer plus de 6 millions d'aides pour les projets innovants. Tout à fait. Donc, merci d'être avec nous. Que dire de plus? Sinon que bah, peut-être on va commencer par toi, Guillaume. Donc, on va te laisser présenter donc les différents sujets, les différentes problématiques. Mais juste un petit message à nos auditeurs. N'hésitez pas à donc, poser des questions via donc, l'onglet Q&R ou le chat. Voilà, je pourrais les prendre à la volée. Et puis, on se laissera un peu de temps, disons 20 minutes, à la fin de la présentation pour parler, pour discuter, pour échanger. On pourra même vous donner la parole si vous avez des questions à l'oral. Voilà, je te laisse la main, Guillaume. Je pense avoir tout dit. Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, merci de votre participation à ce webinaire. On est là pour vous parler des financements publics à l'innovation et surtout de leur rôle structurant sur vos processus. Vous avez sûrement entendu parler, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, d'aide publique au travers de BPI-France, du Crédit Impôt Recherche. Mais au-delà de l'apport de cash, quels sont les autres bénéfices des financements publics? Alors, les financements publics, premièrement, ils permettent, comme leur nom l'indique, hein, et comme vous le savez très bien, un apport financier, mais il est important de préciser que cet apport financier, il est non dilutif, contrairement à ce qu'on peut observer dans des financements type levée de fonds. Ils sont également là pour partager le risque lié à votre projet d'innovation. Et ils permettent aussi de mettre en perspective assez tôt la stratégie de mise en œuvre de votre innovation. Alors, les financements publics par rapport vis-à-vis des financements privés sont complémentaires et représentent un effet de levier significatif sur ces financements privés, notamment en cas de levée de fonds. Alors, la France, tu l'as précisé tout à l'heure, Christophe, reste un des pays les plus incitatifs sur l'innovation et propose un dispositif de soutien à l'innovation assez varié et très puissant, puisque chaque année, il alloue à peu près plus de 10 milliards d'euros par an. Alors, par on va dire deux grands leviers hein, qui sont la fiscalité de l'innovation, donc tout ce qui est crédit d'impôt et statut d'une entreprise innovante, avec une enveloppe de plus de 7 milliards d'euros maintenant. Et puis, tout le volet aide directe, là qui représente entre 3 et 4 milliards d'euros par des aides nationales, régionales ou voilà, toutes les strates administratives qui puissent exister. Donc, tout ça pour vous dire que au travers de cette enveloppe et du panel très large de financement, il y a sûrement un financement qui vous est dédié. Alors, comment va se dérouler le webinaire? Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les critères d'accès au financement public. Donc, quelles sont les conditions pour avoir accès à ces dispositifs? Paul prendra le relais ensuite pour vous présenter le rôle structurant des financements et leur intégration comptable. Puis moi, je reprendrai ensuite la main pour clôturer ce webinaire sur un peu le panorama des financements publics et comment activer un peu ces leviers-là. Alors, quelles sont les conditions d'accès au financement public? Les financements publics sont des cofinancements à hauteur de 40 à 70% des dépenses en fonction du dispositif. Et donc, les financeurs publics vont porter une attention très forte
sur la capacité de votre entreprise à cofinancer le reste des dépenses, donc sur fonds propres. Et ça va se traduire par une règle d'or qui est 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Alors maintenant, comment je fais pour amener mes niveaux de fonds propres à un niveau suffisant, si ce n'est pas le cas? Alors ça s'oriente surtout pour des startups, mais on peut l'activer à peu près à toutes les stades de l'entreprise également. Donc c'est soit de la love money ou des apports en compte courant d'associés. Et il existe également des prêts d'honneur. Alors là, ça s'oriente plutôt sur des jeunes entreprises. On peut également développer une activité de conseil notamment qui permettrait par les bénéfices d'enrichir les fonds propres. Et bien sûr, il y a les très médiatisés levées de fonds qui peuvent intervenir à différents stades de la vie de l'entreprise. Alors ensuite, il est important de bien positionner son projet, puisque les financements publics sont des financements dédiés à un projet, et donc il y a des dépenses précises à pouvoir indiquer. Donc il faut pour ça avoir en amont bien penser son projet en termes d'objectifs, de dépenses, de stratégies mises en place pour l'innovation, et surtout de pouvoir positionner votre futur produit par rapport à l'existant. Et donc pour ça, il faut pouvoir, on va dire, identifier les forces en présence, les caractéristiques des produits ou des offres existantes, et surtout pouvoir positionner celle de votre futur produit ou future technologie par rapport à celle-ci. Et donc tout ça va pouvoir aussi constituer et permettre de faire émerger un peu des barrières à l'entrée par rapport à ce marché. Et puis, dernièrement, il faudra aussi penser à caractériser les impacts de votre projet, donc que ce soit en termes sociétal, environnemental, social. Et ce sont des prérequis de plus en plus demandés par les financeurs publics, surtout dans le contexte actuel. Donc, il est vraiment très important de pouvoir les indiquer. Alors, le business plan, c'est également un élément très important dans le cadre des financements publics. Alors, on le sait tous, c'est un exercice qui peut paraître un peu périlleux, qui peut paraître fastidieux, mais néanmoins, il est absolument indispensable de s'y pencher. Alors, non pas pour pouvoir démontrer votre capacité à tracer des plans sur la comète, mais plutôt pour démontrer de votre capacité à générer un business rentable sur une période de 3 ans à peu près, et de démontrer également des retombées significatives en termes économiques et en termes d'emploi pour les organismes financeurs, puisque c'est ce qu'ils cherchent quelque part à financer à travers le projet. Alors, si vous êtes déjà, on va dire, orienté, vous avez déjà eu des échanges avec des financeurs privés, des investisseurs, et que pour ça, vous avez constitué un business plan, c'est une excellente base, mais il faut avoir en tête que, encore une fois, la vision des financements publics est celle du projet. Donc, il faudra aller un peu plus loin dans le détail des dépenses et de la stratégie pour l'adapter à la vision du projet et non pas celle de l'entreprise. Et puis, dans un business plan orienté investisseur, on a tendance à être plutôt optimiste. Donc là, il faudra penser à avoir une approche plutôt réaliste vis-à-vis des financeurs publics. Donc, pour revenir sur le positionnement du projet, il est important aussi de bien définir son niveau de rupture. Ce que vous voyez là, c'est en gros comment augmenter son taux de financement à travers les, on va dire, 3 grands niveaux de rupture qu'on peut identifier, qui sont le marché, le modèle économique et l'aspect technique scientifique. Donc, une rupture seule quant au niveau du marché, donc c'est-à-dire que votre marché est mal servi par l'offre existante, ne suffira pas pour faire financer votre projet. Et il faudra donc lier cette innovation de marché à un grand domaine scientifique.
Donc, que ce soit les révolutions numériques, les sociétés urbaines, par exemple, l'industrie ou l'usine du futur, etc. L'ANR là-dessus a établi justement les grands domaines scientifiques et sous-thèmes s'y rattachant. Et donc, il faudra bien identifier la question scientifique se rapportant à votre projet. Donc, par exemple, si mon projet concerne le développement d'un nouvel outil pour améliorer la sensibilisation des salariés au sujet de la cybersécurité, la question scientifique sous-jacente peut être liée à des sujets de sciences cognitives pour définir une nouvelle méthodologie, par exemple, basée sur des biais cognitifs. Donc là, on va s'éloigner du sujet principal qui est la cybersécurité, mais néanmoins, le sujet scientifique sous-jacent sera celui-ci. Donc, une fois qu'on a bien identifié son niveau de rupture et qu'on a bien caractérisé, ensuite, il sera question de bien identifier les verrous scientifiques. En fonction du dispositif ciblé, la réflexion peut quelque peu diverger. Donc, par exemple, dans le cadre d'un dossier de financement auprès de BPI France, on pourra structurer les verrous par rapport à un projet. Et donc, on pourra raisonner de manière un peu verticale, tel que c'est présenté sur ce schéma-là, avec une approche par projet. Donc ça, c'est l'approche un peu, je valorise mon projet, j'identifie les verrous. Mais dans le cadre, par exemple, de la fiscalité de la recherche, l'enjeu est tout autre. Dans ce cadre-là, il faudra bien identifier les verrous ou les problématiques scientifiques qui sont communes ou communs à différents projets ou sous-projets de votre portefeuille d'innovation. Et donc là, vous allez structurer votre dossier en conséquence. Dans ce cas-là, on va s'éloigner un peu de l'approche classique qui est de présenter un projet par produit, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un aspect assez important pour la suite. Alors, finalement, pourquoi devoir passer par toutes ces réflexions au préalable du montage du dossier au proprement dit? Pour 3 raisons principales, qui sont que, alors la première, c'est on est dans une société de plus en plus mouvante, de plus en plus dont les enjeux sont de plus en plus prégnants. Et donc, les institutions, les organismes financeurs recherchent de plus en plus de projets, on va dire, à impact, ou en tout cas qui correspondent à des enjeux d'avenir, qui sont publiés, qui sont, on va dire, sur lesquels BPI France communique, notamment. Et donc, c'est important de pouvoir s'inscrire dans cette matrice un peu d'enjeux. Par ailleurs, toute la démarche qu'on vous a présentée jusqu'ici vous permet de valoriser l'acquisition de connaissances et surtout de pouvoir envisager, on va dire, l'activation ou la valorisation comptable que vous présentera Paul tout à l'heure. Et puis de constituer, justement, en réfléchissant bien sur la partie scientifique, au-delà de la partie marché, de pouvoir constituer de véritables barrières à l'entrée. Et puis, dernièrement, elle va vous permettre, cette démarche-là va vous permettre de constituer, on va dire, une sorte de corpus d'éléments de communication que vous allez pouvoir diffuser auprès de vos écosystèmes et vous donner justement donner du sens au projet d'entreprise et l'inscrire dans une dynamique d'innovation, une dynamique commerciale beaucoup plus soutenue. Donc, toutes ces considérations viennent clore la première partie sur les critères des accès au financement public. Et je vais laisser maintenant la parole à Paul, qui va poursuivre avec le rôle structurant de ces aides publiques. Tout à fait, c'est mon tour. Alors, je cherche juste la présentation. Alors, attendez 2 secondes, si vous pouvez aller là. Hop. Je suis en train de partager mon écran. Très bien, parfait. Hop, voilà, le rôle structurant des financements publics, donc c'est bien la partie 2.
Alors, voilà, Guillaume vous a présenté un certain nombre de critères d'éligibilité qui peuvent paraître assez lourds, laborieux, compliqués à mettre en place, dans une dynamique un peu différente de celle que vous êtes en train de mener dans le cadre de votre projet, de votre activité. C'est différenciant. Et nous, en fait, quand on rencontrait des boîtes, hein, comme l'a dit Christophe, on a quelques années d'expérience. C'est vrai que des fois, à discuter de la possibilité d'obtenir des financements, on se retrouvait à évoquer des sujets avec les entreprises qui n'étaient pas forcément leur sujet, leur priorité, mais qui pour autant, au moment où on en parlait, on voyait des petites lueurs, des petites étincelles s'allumer. Et c'est ça qui nous a fait comprendre que finalement, ces critères d'éligibilité, ces dispositifs pouvaient aussi engager chez les sociétés des choses nouvelles, des choses qui pouvaient être intéressantes. Et à réfléchir, voilà, ça fait depuis la création de Point du Jour qu'on réfléchit un petit peu à cet aspect-là. On a identifié finalement un rôle structurant des financements publics qu'on peut synthétiser en 4 éléments qui sont pour nous assez clés, que Guillaume a déjà présenté d'une certaine façon dans la première partie, mais voilà, qu'on va essayer de synthétiser ici, et qui à notre sens, peut amener une lumière nouvelle pour les entreprises. Alors c'est vrai qu'il y a des sociétés qui savent très bien où elles vont, qui ont aucun souci à identifier leur verrou technologique, leur clé de lecture, mais on a aussi des sociétés qui savent pas très bien où elles vont ou qui ont identifié quelque chose mais qui savent pas forcément l'exprimer de façon suffisamment claire. Et c'est là où le restructurant des financements publics peut les aider à formaliser finalement leur engagement dans un terrain d'innovation. Et on a aussi des sociétés, il faut le dire, qui sont arrivées à un seuil, qui ont atteint un petit peu leur objectif d'un point de vue maturité technologique et qui ne savent pas trop passer le cap de la suite et qui, pour lequel, finalement, à discuter aussi sur ces critères d'éligibilité, se restructurant, finissent par peut-être déclencher des nouvelles choses et voir des nouvelles portes s'ouvrir pour développer encore leur activité. Donc c'est vraiment toutes ces discussions, toute cette expérience qui nous fait croire que les financements publics peuvent avoir un rôle structurant et peuvent avoir du sens de les engager assez tôt finalement, projet innovant ou pas projet innovant en scope, de se dire bon voilà, si demain je veux obtenir des subventions, qu'est-ce qu'il faudrait que j'amène, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise, et si j'essaie de le formaliser déjà, est-ce que ça ne peut pas m'aider à trouver des nouvelles voies, des nouvelles directions de développement. Donc, si on parle de ces rôles structurants et des 4 principaux points que l'on voit, hein, le premier, à notre sens, c'est vraiment de pouvoir bien situer son projet, son innovation. Comme l'a montré Guillaume, vous avez deux axes d'analyse qui peuvent être faits sur des projets. Un axe qui est typiquement par projet. Voilà, je veux développer telle fonctionnalité, je veux développer telle version de ma solution. Et vous avez quelque chose d'un peu plus horizontal où finalement, c'est les points de rupture, les clés techno, les petits éléments qui sont vraiment différenciants d'un point de vue conception, d'un point de vue réalisation, et qui, pour le coup, sont peut-être pas suffisamment mis en lumière parce que vous êtes dans votre projet, vous êtes en train de chercher à mener à bien votre produit, et du coup, vous oubliez peut-être de mettre l'accent sur cette petite brique. Et donc, c'est ce qu'apportent les financements publics, c'est-à-dire que voilà, ça va vous faire émerger ces petits points de rupture et potentiellement, en discutant, en les étoffant, vous faire comprendre que cette petite clé techno a un potentiel qui peut être beaucoup plus fort, voire aussi fort que le produit que vous êtes en train de développer. Donc, c'est en ça qu'on peut déjà voir un effet structurant sur les financements publics. Il y a aussi un effet qui est pour nous très important, c'est que finalement, travailler sur un dossier, nous, ça nous amène à parler avec les CTO, avec les CEO, avec les DAF, avec les équipes. Donc nous, quand on monte un dossier, il faut vraiment qu'on ait une vision 360 de l'entreprise, et c'est des personnes qui se retrouvent finalement autour de la table à devoir discuter ensemble sur comment on va mettre tout ça en musique, qui peut apporter quoi, et on voit bien que voilà, il y a une cohérence stratégique autour de la R&D, de l'innovation, sachant que souvent en plus l'innovation
c'est le futur de l'entreprise, c'est vraiment le monde de demain. Donc, ça projette vraiment toute l'entreprise, toute l'équipe sur où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on met ça en place. Donc, il y a un effet très fédérateur qu'on peut retrouver sur le montage de dossier parce que finalement, à un moment donné, tout le monde doit se mettre autour de la table et discuter de la façon dont faudra mettre en place le projet. Parce que si ce n'est pas suffisamment clair au sein du dossier, il y a un risque que la subvention ne soit pas obtenue. Donc voilà, ça c'est un point aussi qui est pour nous très important. En troisième effet structurant, c'est vraiment la rigueur comptable. Là où il y a un vrai sujet sur comment valoriser l'acquisition de connaissances, tout ce qui est immatériel. Valoriser le fait qu'on développe une technologie, mais que cette technologie, c'est une petite brique dans un produit, ou que cette technologie, on n'est pas sûr aujourd'hui qu'elle va aboutir à quelque chose. Voilà, comment lui donner une valeur comptable? Les financements publics vont vous permettre d'avoir des indicateurs qui vont vous révéler un petit peu finalement le temps que vous avez passé sur le sujet, la prestation qui a été dévolue, et du coup vous donner une enveloppe globale qui représente l'allocation des ressources financières, parce que quand on parle de personnes, on parle aussi de salaire, et quand on parle de salaire, voilà, on parle de ressources financières qui ont été nécessaires pour mener à bien la brique, et donc en arrière pour savoir déjà le temps et les ressources que vous avez passé dessus, mais aussi dans le futur, qu'est-ce qui vous reste encore à développer sur cette brique pour aller jusqu'au bout. Et du coup, vous avez une appréciation finalement de la valeur financière, la valeur comptable. Alors, ce n'est pas non plus la valeur de quel potentiel marché ça a, et du coup, quelle évolution de chiffre d'affaires je vais avoir, mais ça a au moins la valeur de quel coût ça engendre de développer cette technologie. Et ça, c'est aussi important quand on parle de immobiliser la valeur innovation d'une technologie. Donc ça, c'est vraiment le troisième point qu'on peut voir d'un point de vue structurant. Et le dernier qui nous tient un peu à cœur, c'est vraiment de pouvoir communiquer. Alors, on a déjà dit sur les équipes, il y avait un vrai rôle fédérateur de cet exercice de montage de dossier. C'est d'autant plus vrai que voilà, derrière, vous, de façon un peu plus large pour des sociétés un peu plus grosse envergure, voilà, vous avez, avec le montage du dossier, parce que vous avez fait tout ce travail en amont de définir votre potentiel techno, de voir un petit peu comment vous allez les mettre en œuvre, vous allez du coup avoir des éléments, une sémantique, une syntaxe très R&D, très innovante, que vous allez pouvoir utiliser derrière pour soit en interne montrer que vous avez une vraie vision sur le développement de votre activité, que vous savez où vous allez, et que si tout le monde vous accompagne, ce sera d'autant plus efficient. Donc voilà, ça a quelque chose d'assez un effet boost en interne. Et puis d'un point de vue externe, c'est toujours intéressant, enfin, surtout aujourd'hui où l'innovation, voilà, c'est quelque chose de fondamental. C'est bien aussi vis-à-vis de son écosystème, vis-à-vis de son portefeuille client, de montrer que vous avez des sujets de recherche, des sujets d'innovation que vous êtes en train de développer, que vous travaillez sur la prospective, sur l'avenir de l'activité, que vous sentez que voilà, les choses avancent, les choses bougent, et que vous participez à cette dynamique. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui, à notre sens, sont importantes d'avoir pour avoir un vrai levier de communication, et qui, encore une fois, sont apportés par le montage de dossiers, parce que vous avez toute cette structure qui doit se mettre en place, et de vraiment bien identifier où sont les clés de rupture, aussi bien techno que économiques. Et du coup, voilà, ça vous donne de quoi derrière une espèce de bac où vous allez avoir des éléments de communication qui peuvent vous aider pour intervenir avec votre écosystème ou avec vos équipes. Voilà, en gros, les 4 points fondamentaux structurants qu'on voit avec les financements publics. C'est-à-dire que voilà, nous, dans notre rôle de conseil, on arrive, on commence à poser des questions,
Et c'est vraiment ces 4 aspects-là qu'on facilite finalement avec notre travail de montage de dossier à proprement parler, parce qu'à un moment, on a des points de blocage, et ces points de blocage demandent à ce que la société se mette dans une organisation, dans une autre dynamique, dans une autre projection, et voilà, le temps que ça se fasse, derrière ça se débloque, et puis on finit par arriver sur un dossier qui est subventionnable. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet structurant. Pour nous, c'est important, d'autant plus que, voilà le petit schéma. En fait, l'idée, pour vraiment bien sentir cet effet structurant des financements publics, c'est de faire arriver des critères d'éligibilité des différents dispositifs, alors quels qu'ils soient, hein, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, JEI, BPI, enfin, voilà, c'est vraiment d'avoir une visibilité sur qu'est-ce qui est attendu d'un point de vue organisme public pour donner du soutien et de la subvention assez tôt dans le projet pour que ça structure tout de suite une volonté d'innover, une stratégie d'innovation émergente, quelque chose qui est encore un peu balbutiant, parce que ben, voilà, l'effet structurant va tout de suite mettre les choses au clair, formaliser un petit peu les éléments pour que vous puissiez avancer derrière assez rapidement. Donc d'un point de vue structuration, et en plus, voilà, il y a toujours cet objectif premier, hein, qui est celui d'obtenir une subvention ou d'obtenir une aide, quelle qu'elle soit, et qui va aussi permettre de faire avancer le projet. Donc, dans notre schéma, voilà, vous avez une volonté d'innover, tout de suite, vous intégrez les critères d'éligibilité des financements publics, ça va vous aider à vous structurer sur la gouvernance, le positionnement, le schéma d'innovation, la stratégie de financement. Vous allez gagner en rigueur comptable, vous allez identifier les bons leviers juridiques. Ça va aussi, ben, comme on l'a dit, hein, sur les aspects communication, mettre en avant une image de société un peu plus innovante. En tout cas, vous donner des termes, des mots qui vont pouvoir s'associer à votre activité et qui vont vraiment vous projeter dans une dynamique d'innovation. À partir du moment où ce dossier est complété, où vous avez vraiment structuré finalement votre innovation, bah là arrive la demande à proprement parler de financement public. Et puis une fois que tout est en place, bah, le développement produit avant sa commercialisation. Et donc l'effet structurant, bah, comme vous vous posez beaucoup de questions à un moment donné, alors que si vous ne les aviez pas, peut-être, si vous n'aviez pas intégré les financements publics suffisamment tôt, vous allez peut-être avoir des décalages sur, ben, par exemple, mais la protection intellectuelle, comment je la manœuvre. Ça va aussi rallonger le temps entre le développement de produit et sa commercialisation. Donc, voilà, l'effet structurant aussi, cette fonction de consolider, de concentrer un peu toutes les questions qu'on peut se poser autour du développement d'une innovation à un moment donné pour vraiment engager la machine et développer le produit. Donc voilà, c'était un peu la partie sur les effets structurants de l'innovation. C'est un sujet qui est pour nous très vaste, qui nous passionne, c'est clair. Donc voilà, là-dessus, hein, je pense qu'on n'a pas tout dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. La troisième partie, elle, concerne plutôt finalement comment, quand on a une subvention, la comptabilité s'active. Parce que en fait, on a fait cette partie, beaucoup de sociétés avec lesquelles on travaille ont du mal à comprendre le fait qu'une subvention n'est pas là pour absorber l'intégralité des dépenses d'un projet, mais pour accompagner le développement, et que finalement, quand on dit votre projet sera subventionné, ça ne veut pas dire que vous allez récupérer tout l'argent qui va vous permettre de financer le coût projet, mais que ça va venir s'ajouter à des dépenses, à des engagements, à des investissements que vous allez vous-même faire. Et ça, on va essayer de vous expliquer un petit peu la mécanique qui se cache derrière, et pour vous aider à comprendre que oui, on peut faire subventionner un projet, mais ce ne sera jamais à 100%, et même si c'est à 60%, il faut que la société ait une trésorerie qui soit suffisante et des fonds propres qui soient suffisants, parce qu'il y a toujours des
des moments où ça peut bloquer si jamais il n'y a pas suffisamment de fonds au sein de la société. Déjà, il faut bien dissocier deux types d'aides. C'est vrai que pour comprendre un petit peu comment ça s'impacte comptablement, il faut déjà avoir ce premier niveau de compréhension. Vous avez d'un côté les aides indirectes, qui sont les crédits d'impôt recherche, crédit d'impôt d'innovation, statut de l'entreprise innovante. On appelle aussi fiscalité d'innovation. La notion d'aide indirecte, c'est parce que l'organisme qui va octroyer l'aide ne va pas avoir un jugement, entre guillemets, sur la validité de la recherche. C'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quelle forme de recherche, à partir du moment où elle est crédible, légitime, elle sera financée elle sera aidée par du crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Alors que les aides directes, qui sont plutôt prêts d'honneur, BPI, subventions européennes, on va vraiment venir challenger l'intérêt de la techno par rapport à un marché donné. Est-ce que ce que vous développez a vraiment du sens et peut adresser à un marché donné et du coup créer du chiffre d'affaires? Les aides directes vont vous poser cette question-là. Les aides indirectes vont vraiment dire, est-ce que le développement que tu réalises, on peut estimer que c'est une forme de recherche que tu fais avancer l'état des connaissances globales dans ton secteur d'activité. Donc c'est vraiment différenciant et finalement on voit que même d'un point de vue comptable, l'activation est différente aussi. Donc de façon un peu synthétique, il y a de la complémentarité. C'est-à-dire que les aides, les dispositifs peuvent s'imbriquer les uns les autres, s'associer pour augmenter finalement le taux d'aide espéré d'une entreprise en fonction du projet. Guillaume vous a présenté les différents taux d'aide qu'on peut espérer en fonction de la typologie de projet. Est-ce que c'est différenciant par rapport au marché parce que vous avez identifié un besoin non adressé? Est-ce que c'est différenciant par rapport à une tendance économique, transition écologique, transition énergétique, ou est-ce que c'est différenciant par rapport à tout ce qui est technologie, rupture technologique? En fonction de ça, vous avez des taux d'aide globaux qui peuvent être envisagés, et ces taux d'aide qu'on estime, finalement, c'est plus l'agrégation de plusieurs dispositifs pour pouvoir arriver à un taux d'aide global. Quand on dit que voilà, votre projet peut être soutenu à hauteur de 60-70%, c'est effectivement le cas, mais c'est le cas parce qu'on va pouvoir associer plusieurs dispositifs qui, au final, à la fin de l'enveloppe, amènera effectivement à un taux d'aide aussi élevé. Et typiquement, l'exemple association crédit impôt recherche aide BPI montre bien comment ça peut s'imbriquer. Donc vous avez deux exemples. Les deux exemples, c'est une aide de 100 000 euros, enfin c'est un projet de recherche de 100 000 euros. Vous avez d'un côté juste le crédit impôt recherche qui s'est activé, donc qui représente grosso modo, hein, après sur les subtilités des calculs, là il faudra détailler un petit peu les choses, mais là c'est vraiment pour vous représenter les choses. Donc le CIR 30% des 100 000 euros, vous avez un montant d'aide de 30 000 euros. Si derrière on ajoute du BPI, le BPI d'un point de vue imbrication comptable va diminuer les dépenses valorisables du crédit impôt recherche parce que il faut les réinjecter dans ce dispositif, dans ce calcul. Mais bon an, mal an, vous allez pouvoir quand même récupérer plus que juste avec du crédit impôt recherche. Ça diminue un peu le CIR, mais pas autant que de préférer juste la déclaration du crédit impôt recherche. Et donc cet agencement, derrière, d'un point de vue trésorerie, ça se représente un peu comme ça. En fait, vous avez les dépenses projet là, qui courent de mai à mars de l'année. Donc on est à cheval sur 2 années civiles. On a le mois de décembre là, qui arrive en plein milieu. Donc votre projet, voilà, il est sur 2 années. Et en imaginant que vous ayez le BPI et que vous soyez éligible au crédit impôt recherche, finalement, vous n'allez pas avoir les 51 000 euros de soutien au moment où vous allez engager votre projet au mois de mai, et ça va venir s'étaler finalement dans le temps. Et vous allez toucher un premier montant de l'aide BPI
au moment où vous allez présenter votre dossier et que vous allez et que BPI va accepter la subvention, mais qui ne sera pas le montant global de l'aide, qui sera une partie. Avec ça, vous allez engager votre programme de R&D. Donc, effectivement, il y a toujours un petit delta avec les 100 000 € de dépenses globales que vous aviez si vous n'aviez pas de subvention. Mais vous voyez que vous arrivez quand même sur un montant de dépenses engagées par la société qui va jusqu'à à peu près 60 000 €. Alors qu'on parle de 51 000, donc on parle de 49 000 € de dépenses entreprises internes en bout de chaîne, toute subvention donnée. Parce que finalement, les aides se dégrèvent pour une partie après que le projet soit initié. Donc, vous avez un taquet où finalement, il faut que vous ayez 60 000 € en trésorerie pour pouvoir mener à bien votre projet. Même si on vous fait comprendre que finalement, les subventions toutes confondues vont vous permettre sur un projet de 100 000, de ne dépenser que 49 000. Parce qu'il va vous falloir clôturer votre dossier BPI et que cette clôture se fait à la fin de programme donc de votre projet de recherche et que le deuxième versement, le solde, n'est versé qu'au moment où vous avez acté que vous avez bien établi les investissements que vous aviez mis en anticipation au mois de mai. Et ensuite, le temps de faire la déclaration, le temps de la gestion du dossier par l'administration, si jamais il y a des demandes d'information, etc., sur du crédit impôt recherche, vous allez avoir le remboursement du crédit d'impôt plutôt entre juillet et août. Donc, voilà, encore une fois, le coût global projet, tout être confondu, à un moment donné, il a un petit aléa qui est dû à la gestion, au timing de versement des différentes aides, et va vous demander à un moment donné de pouvoir quand même décaisser jusqu'à 60 000 € sur un projet de 100. Donc c'est ça qui est à notre sens aussi important à comprendre, et c'est pour ça que finalement cette histoire de fonds propres ou de trésorerie a du sens. C'est que même si on vous donne des subventions qui sont très intéressantes, il y a toujours un moment, parce qu'il y a des décalages de décaissement et de coûts d'investissement, où la société doit quand même être en mesure d'absorber un coût projet quand même assez significatif. Alors juste Paul, Ouais. le temps passe vite. Pardon. Peut-être finir sur Guillaume 3-4 minutes pour vous présenter la frise, là notamment la chronologie, qui peut être intéressante sur Voilà, c'est sa les différents partie. dispositifs. Parfait. Et après, on va passer aux questions. J'ai déjà Voilà. une question à vous poser. Ok. Ok. Eh ben, écoute, effectivement, l'idée, c'est de clore cette intervention avec quelques généralités sur les financements publics. Donc là, on était rentré un peu dans le détail on va dire, d'un discours assez technique, et finalement de vous montrer un peu l'envers du décor des financements publics, et de dire que finalement les financements publics ne se résument pas au montage d'un dossier et en l'obtention de fonds, mais qu'il y a au préalable un parcours, ou en tout cas une démarche à entreprendre, et puis de vous montrer que les financements publics, ce n'est pas que du cash, et que vous pouvez aussi capitaliser sur pas mal d'effets qu'ils apportent au cours du montage d'un dossier pour mieux vous structurer. Donc là, on va revenir sur quelques généralités, notamment quel est un peu le parcours idéal. Alors, ça reste effectivement un parcours idéal, mais quel est ce parcours d'une start-up depuis sa création jusqu'à une série A dans cette jungle un peu des financements publics. Donc, ça reste, voilà, on a voulu ce parcours le plus générique possible. Et au-delà de ce chemin parfait, de cette trajectoire parfaite où tout se passe bien, il n'y a pas
de révision de plan, de BP, de Covid, etc. Il a le mérite, ce schéma a le mérite de mettre en lumière le fait qu'il existe des financements pour tous les stades de développement de votre entreprise. Alors, ça reste vrai, en tout cas vis-à-vis de BPI France, tant que votre effectif ne dépasse pas 2000 salariés, puisque, on va dire, le panorama du financement public tel qu'on le connaît en France, avec notamment tout le volet d'aide directe, s'oriente quand même préférentiellement, sauf quelques exceptions, mais pour des sociétés, des PME, des ETI inférieures à 2000 personnes. Donc, on a fait apparaître sur ce schéma des étapes de levée de fonds, ce qui n'est pas un prérequis, absolument pas un prérequis pour l'accès au financement public, tant que le niveau de capitaux propres de votre entreprise est suffisant pour aller chercher le financement que vous ciblez. Donc, on revient tout à l'heure au slide que je vous ai présenté avec la règle un petit peu à avoir en tête, c'est 1 euro de fonds propres, de capitaux propres pour 1 euro d'aide publique. Donc, on voit notamment sur ce schéma que la phase finalement d'amorçage de la société peut être financée également par le biais de dispositifs nationaux. On connaît vous avez peut-être entendu parler de la French Tech avec le financement qui lui est associé, donc la bourse French Tech, que ce soit le volet, on va dire, classique ou émergence. Et également, il y a d'autres dispositifs régionaux, parce qu'il faut bien avoir en tête aussi qu'on pense tous à BPI avec notamment les grands programmes nationaux d'aide à l'innovation. Mais n'oubliez pas les régions qui sont, on va dire, peut-être même le premier interlocuteur à solliciter dans les premiers temps, puisque chaque aussi région a son programme de soutien à l'innovation. Alors, en Île-de-France, on peut avoir notamment tout le programme Innovop, mais ça peut être aussi Startup en Occitanie, etc. Donc, chaque région a son programme et souvent en plus dédié, on va dire, à une sectorisation, enfin, pas sectorisation, mais en tout cas une prédominance assez forte d'une technologie ou d'un secteur d'activité sur le territoire. Donc voilà, ça encore, ça reste un parcours idéal, mais néanmoins, il est assez intéressant de voir que même sur une phase de croissance avec une partie de développement peut-être un peu moins orientée rupture, mais plus scalabilité, plus orientée, on va dire, mise sur le marché. Il existe des aides aussi à l'innovation. Alors après, effectivement, on associe souvent financement à subvention. Et c'est vrai que c'est on va dire, le dispositif le plus intéressant. Mais néanmoins, quand on approche, on va dire, de la mise sur le marché, le risque est peut-être, et normalement, on va dire, le TRL permet de dire que le risque est moindre. Et donc, le partage du risque des financeurs publics va être moins fort. Et donc, le financement sera peut-être orienté autour d'un mix subvention avance remboursable, voire 100% avance remboursable ou d'un prêt à l'innovation, si vraiment la maturité est assez élevée. Donc, on voit bien qu'à chaque phase de maturité correspond peu ou prou un financement. Mais il existe des financements qui viennent soutenir ces efforts de R&D tout au long de la vie de votre entreprise. Et ça, c'est le dispositif que vous connaissez, en tout cas, vous avez tous entendu parler, qui est le volet donc, fiscal de l'innovation, et notamment le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation. Donc là, petite précision, pareil, on revient sur des fondamentaux. Comment je fais la distinction entre le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, puisque les deux peuvent être activés sur un même projet.
et qu'on a quand même tendance à favoriser le crédit impôt recherche parce que le taux de financement est plus élevé que celui du crédit impôt innovation. Néanmoins, il y a une véritable distinction sur notamment le focus du projet, enfin du dossier. Dans le crédit impôt recherche, comme son nom l'indique, on parle de recherche et la référence reste le monde scientifique. Et donc, la question centrale qu'on va se poser, c'est non pas quel résultat je vais obtenir, qu'est-ce que je vais mettre sur le marché, mais plutôt comment quelle démarche je vais mettre en place, comment je vais arriver à mes fins on va dire, en résolvant sur mon parcours l'ensemble des incertitudes ou des verrous techniques, scientifiques que j'ai identifiés. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Paul, la principale caractéristique du crédit impôt recherche, c'est qu'on va augmenter l'état des connaissances par la résolution justement de ces problématiques scientifiques. Donc vraiment, c'est le crédit impôt recherche, c'est scientifique, verrou technologique, état de l'art et amélioration de cet état de l'art. Le focus sur le crédit impôt innovation est tout autre, puisqu'on parle plus là de produits, d'innovation produit. Et donc, la référence reste celui du marché. Et notamment, comment est-ce que j'arrive à mettre sur le marché un produit qui répond à certains critères de supériorité de performance et de nouveauté par rapport à l'existant. Donc là, on revient un peu aux fondamentaux aussi tout à l'heure, c'était de bien caractériser son marché, les forces en présence, de faire des benchmarks des solutions existantes et de positionner son projet pour, on va dire, mettre en lumière l'avance technique, fonctionnelle ou en matière de conception, par exemple, que celui-ci présente. Et on va là valoriser les temps, non pas qui sont dévolus à la résolution de problématiques scientifiques, mais les temps dévolus à la conception de prototypes ou d'installations pilotes en vue de la mise sur le marché de vos produits. Donc Alors, voilà un peu pour… Si tu veux bien, Guillaume, on va prendre une question là, parce qu'elle a été posée il y a un petit moment. Alors, c'est une question qui, venant à chaque fois qu'on aborde le sujet des financements publics, chacun a ses propres caractéristiques. Là, c'est Annabelle Champagne qui nous pose une question. Bonjour, donc comment réussir à avoir un financement quand le chiffre d'affaires annuel est de 5K euros? La société est lancée depuis le 2017 et a déjà eu la bourse French Tech de BPI en 2018 à hauteur de 30 000. Sans s'engager sur un prêt, donc c'est là le problème en fait, qui m'engage à le rembourser personnellement. D'accord. Alors, excellente question. Donc là, on revient justement à la problématique de mes fonds propres, la situation de mes fonds propres par rapport donc, à la situation actuelle, qui vont déjà déterminer si, oui ou non, je peux envisager le montage d'un dossier. Donc, si le niveau de fonds propres, on va dire, est peu ou prou, en tout cas supérieur à 25 ou 30 000 euros, là, on peut envisager un montage du dossier pour peu qu'il y ait des vraies dépenses à valoriser et qu'il y ait un projet qui ne soit pas celui qui a déjà été valorisé. Ça peut être la suite avec justement une partie un peu plus de… on va dire, non pas un POC ou un MVP, mais plus la conception vraiment d'un produit industrialisable. Donc, alors après, la question, c'est, comme je ne fais pas de chiffre d'affaires, ou en tout cas très peu avec les 5 000 euros qu'elle indique, comment est-ce que je peux augmenter mes fonds propres? Donc, ça va être la question justement d'aller chercher alors, soit du financement, on va dire, en equity, ou en tout cas en apport en compte courant par le biais justement de l'entourage ou de certains BA qui peuvent être qui sont prêts à mettre un petit ticket de 50-100K pour relancer un peu la machine. Mais ça reste, on est encore orienté sur une approche très généraliste des financements. Donc, bourse French Tech, etc., ça reste finalement accessible à beaucoup de secteurs d'activité. Donc, il faut aussi réfléchir
à les possibilités qui existent de financement dans un domaine plus spécifique à son secteur d'activité. Alors, je ne sais pas dans quel secteur cette entreprise œuvre, mais il existe maintenant de plus en plus de financements très spécifiques, qui soient sur la transition écologique, sur l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est aller aussi au-delà de ce qu'on a tous entendu parler du crédit d'impôt, de BPI, et d'aller voir, notamment sur le financement de l'ESS, il devient de plus en plus structuré en France, et d'aller voir justement ce qu'il est possible d'obtenir comme financement, alors non dilutif et qui ne soit pas de la dette. Et ça existe. Par le biais de subventions, et là, la condition de fonds propres n'est pas forcément applicable dans ces cas spécifiques, et de pouvoir présenter un business plan qui, outre, présente donc la situation actuelle, mais surtout quand même envisage notamment on va dire du chiffre d'affaires, une activité qui est plus soutenue dans les années à venir. Et c'est là où on va pouvoir débloquer une situation qui paraît peut-être un petit peu voilà, en statu quo là, sur le moment, mais de réenclencher un peu justement le processus d'innovation et de chiffre d'affaires et d'activité. Bon, on répondra de toute façon à Annabelle Champagne qui elle a formalisé quelque chose de supplémentaire, mais on pourra lui répondre après. Ouais. Je pense qu'on fera du cas par cas. Avant de répondre à la question de Clara Duchalet, est-ce que globalement, parce que c'est vrai que c'est assez riche, et évidemment c'est forcément technique, est-ce que d'autres auditeurs ont des questions à poser, des questions très pratiques, c'est l'occasion d'y répondre. Sinon, moi j'avais une question tu parles évidemment, alors la différenciation entre les financements publics et les financements privés. On a tous en tête, je sais que beaucoup d'entreprises en tête de dès qu'on se lance dans les financements publics, c'est fastidieux, c'est compliqué, les montages de dossiers, c'est même chronophage. Comment aujourd'hui on peut réconcilier en fait la recherche de financement privé et la recherche de financement public, vraiment mêler cette complémentarité afin de pouvoir avoir développé en mode projet une vision qui soit vraiment, qui se nourrisse d'elle-même. Est-ce qu'il y a vraiment tant de différences que ça? On parlait des verrous réglementaires. Est-ce que voilà, en fait, toutes ces choses, est-ce qu'on peut gagner du temps? Ouais. On parlait aussi de la littérature scientifique sur les financements publics. Quelles sont vraiment les grandes différences entre la levée de fonds privés et la levée de fonds publics? Et est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas réduire le temps qu'on consacre aux deux? C'est une très bonne question, d'autant plus qu'en ce moment même, on est en train Juste, de excuse-moi, travailler dessus. Ouais. pour les auditeurs, on prend 5 minutes pour répondre à cette question et ensuite je reprendrai une question ou deux pour les personnes qui souhaitent rester. Ok. Non, par rapport à cette question d'intégration des critères, parce que c'est aussi des questions de critères, hein, les financements privés avec les critères des financements publics, c'est un sujet sur lequel on se penche là. On a 2-3 partenaires avec lesquels on travaille dessus. On effleure aujourd'hui cette question-là. On l'a pas encore suffisamment détaillée pour avoir des éléments de réponse qui soient clairs. C'est sûr à 200% que si on fait intervenir des investisseurs, enfin des personnes qui sont experts dans la levée de fonds privés en même temps que des experts qui sont dans la levée de fonds publics, il y a des questions qui vont permettre d'adresser les deux sujets. Donc il y a certainement des efforts d'agrégation qui peuvent être faits. Il y a aussi des grosses différences. On sait que les financements privés sont très attachés à l'équipe, alors que sur les financements publics, c'est moins le cas parce qu'on a vraiment un focus sur mais qu'est-ce que vous voulez faire, quelle est votre brique techno. Donc, on a vraiment un focus sur quelle est l'ambition d'un point de vue réalisation de la société, alors qu'on sait que les financements privés, eux, vont vraiment bien comprendre quelle est la personnalité des dirigeants, quelle est la complémentarité de l'équipe. Est-ce que toutes les fonctions sont bien équipées? Est-ce que voilà, chaque personne est à sa place, a bien un rôle prédéfini? Alors, on sait que c'est des sujets qui sont pour le coup très différents entre ce qui est attendu par rapport au financement public et ce qui est attendu par les financements privés. Donc voilà, il y a des choses qui corroborent, des choses qui sont très différenciantes. Mais
le vaste sujet qui reste un sujet pour nous qui est d'une importance capitale, de savoir si on peut finalement à un moment donné réaliser un deck, une présentation, formaliser quelque chose d'assez équilibré pour pouvoir être adressé aussi bien à des financements privés qu'à des financements publics. C'est un sujet sur lequel on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais sur lequel on travaille. On espère bien pouvoir donner en tout cas des clés de soutien, des outils prochainement pour pouvoir agencer de façon efficace ces deux aspects. Ouais. Oui, pour compléter, c'est vrai qu'on justement, comme disait Paul, on est en pleine discussion avec certains acteurs, certains leveurs, ou en tout cas, on va dire, qui font du conseil en advisory, par exemple, en advisory. Et c'est vrai que la question est très pertinente parce que finalement, des fois, on demande en fait de refaire l'exercice avec des clients. Pour ceux qui ont déjà fait, par exemple, un pitch deck ou un BP plus orienté, donc levée de fonds. Mais néanmoins, c'est quand même on se rend compte qu'il y a quand même des critères qui sont en grande majorité qui convergent entre les deux approches. Et c'est vrai qu'il y a certaines spécificités après qu'il faut traiter séparément. Et c'est vrai que pour l'instant, la vision d'un pitch deck, on va dire orienté investisseur, intègre rarement une vision de l'innovation ou du financement tel qu'on l'entend dans les financements publics. Et c'est vrai que du coup, il y a quand même besoin justement de réfléchir un peu, d'orienter justement ce BP ou ce pitch deck vers une vision projet. Mais encore, il est tout à fait possible d'anticiper ça, par exemple, dans un premier temps, avec déjà de bien réfléchir par exemple, son BP ou son prévisionnel d'activité donc déjà par produit, c'est un fait, par marché. Et en recoupant un peu ces différentes visions, on peut faire émerger déjà, notamment, par exemple, un prévisionnel d'activité par projet qui peut être tout à fait utile pour un dossier de financement direct, par exemple auprès de BPI France. Et est-ce que, pour finir, est-ce que ce côté scientifique, ça passe toujours, on a parlé beaucoup, en tout cas c'est une critique de la Cour des comptes, en France, de l'absence de partenariat public-privé, notamment via les laboratoires. Est-ce que justement cette littérature scientifique, il ne suffit pas simplement, ça ne passe pas par, on l'a vu avec le CIF, par l'embauche d'un thésard, d'aller dans un laboratoire et de pouvoir avoir des aides pour justement embaucher quelqu'un qui va produire cette littérature scientifique, qui va vraiment aider à consolider justement, à faire entrer donc, le projet dans les critères de financement public et en même temps amener un nouveau regard sur le marché et également débloquer les verrous réglementaires et pourquoi pas même consolider le marché économique, le business, quoi. Business model. Ouais, sur la complémentarité connaissances publiques, enfin apport de connaissances publiques sur les entreprises, il y a des efforts qui sont faits. Moi, je pense que c'est surtout une question de deux mondes qui ont du mal à communiquer ensemble. C'est pas les mêmes objectifs. Quand on va avoir des laboratoires publics, des universités, eux, ils sont challengés par le nombre d'articles scientifiques qu'ils doivent faire, le nombre de publications. Donc, ils sont sur des formes de recherche et des attentes qui n'ont rien à voir avec ce qui est attendu par une société. Donc, l'effort est là, ils essayent d'avancer. Pour autant, je pense qu'il y a encore un travail sur comment réussir à faire parler, est-ce que ces deux univers puissent se comprendre finalement, parce que vraiment, ils n'ont pas les mêmes attentes et du coup, ça crée des décalages qui peuvent gêner la collaboration. Pour aller un peu dans ce sens-là, mais c'est vrai que par exemple, l'embauche d'un thésard sera toujours un très bon indicateur de recherche pour les financeurs. Donc, je pense notamment au volet fiscal où dès qu'il y a une thèse associée à un projet ou à une collaboration publique-privée sont des indicateurs forts de recherche pour les financeurs. Donc ça, ce sera de toute façon toujours bénéfique, en tout cas d'un point de vue des financements publics, d'avoir ce type d'indicateur.
Ça comprend également aussi la publication d'articles scientifiques, etc. Après, pour ce qui est justement de la communication entre ces mondes, l'État français quand même favorise, ou en tout cas jusque-là a favorisé grandement comment dire, la perméation entre ces deux mondes, avec des leviers de financement spécifiques, l'intégration de factures par le double de leur montant dans du crédit d'impôt, etc. Alors, il faut faire attention parce que ça va plus être vrai à partir de 2022. Donc, c'est là où on a un double discours un peu dissonant en ce moment entre, oui, il faut favoriser la collaboration publique-privée, et dans le même temps, on supprime certains avantages qui rendaient possible cette collaboration-là. Donc, c'est vrai que… L'objet du prochain webinaire avec la DGFIP. Hein, voilà, donc j'empiète peut-être sur le sujet. On aura la DGFIP qui sera là le mardi 9 novembre, donc vous recevrez une communication. Très bien. Ouais, super. Et on parlera de ça, effectivement, de la loi de finances et de tout ce qui va changer sur le crédit impôt recherche en 2022. Ouais. À la volée, j'ai une question de Clara Duchalet, donc de Vépluche. Donc, conseillerez-vous de faire appel à des cabinets indépendants pour constituer certains gros dossiers, comme InnovUp ou TPUp, ou si oui, avez-vous des recommandations? Je pense que vous avez la réponse. Ouais, non, enfin, le fait de faire appel à un conseil, c'est déjà, alors, bon, après, il y a tout cet effet structurant qui peut être apporté dans la discussion, etc., et qui peut être très intéressant, mais déjà, il y a le fait de gagner du temps. Simplement, monter ce genre de dossier, surtout quand on ne le maîtrise pas de prime abord, parce que on n'est pas familier avec les critères, ce qui doit être rempli, ça peut être très chronophage. Donc, faire appel à un conseil, c'est déjà de gagner ce temps-là de réalisation. Oui, pour nous, c'est quand même mieux de sous-traiter cette partie-là, sachant qu'en plus, voilà, il y a la maîtrise du dossier, du coup, forcément, des petites interlignes, des petites choses que vous ne verrez pas peut-être et qu'un cabinet de conseil identifiera très bien et pourra vous aider à optimiser un petit peu le dossier InnovUp ou TPUp. Donc oui, on préconise assez régulièrement de faire appel à des cabinets de conseil. Typiquement, c'est ce qu'on fait via Point du Jour sur ces dossiers-là. Le cœur de métier de Point du Jour, voilà, c'est de monter des dossiers InnovUp, TPUp. Voilà. Donc, si on a quelqu'un à vous recommander, conseillez Point du Jour déjà. Ce serait pas mal. Après, vous avez des très belles adresses. Hein. On peut vous fournir des cabinets de conseil qui ont une excellente réputation, avec lesquels ça fonctionnera très bien. Il n'y a pas de souci, quoi. On peut comprendre que Point du Jour ne soit pas la solution qui va à tout le monde. Donc, voilà, à l'occasion, on peut aussi vous communiquer l'adresse de certains confrères. Alors, juste pour finir, est-ce que vous avez un tuyau, voilà, quelque chose, à donner à nos auditeurs, quelque chose voilà, qui est un peu le must-have quand on est sur des financements publics S'il y a un conseil peut-être à donner, un mantra. La question est quand même un mantra, par exemple. Très complexe, un mantra. Non, mais un truc, vraiment, tu ne peux pas faire, voilà, tu es obligé de faire avec. Quelque part, le maître mot dans tout ça, ce que je dirais, c'est anticipation, prospective. C'est-à-dire que ne pas utiliser les financements publics, ou en tout cas les approcher avec une méthode opportuniste. Donc ça marche une fois, très bien, mais au-delà du cash, vous n'aurez pas d'autres effets, et par exemple, la mise en place d'une stratégie sera difficile. Donc, vraiment, avec ce réflexe d'anticipation et surtout d'avoir ce réflexe d'intégrer les financements publics à toute votre stratégie, qu'elle soit de financement ou même comme de structuration autour de l'innovation, parce que les financements publics, ce n'est pas que du cash, encore une fois. Il y a toute une connaissance de l'écosystème et la connaissance des enjeux d'avenir que publie ou met à jour régulièrement l'État, et par le biais de l'État, en tout cas BPIFrance, etc. Ça permet de s'inscrire dans ces thématiques-là et d'avoir plus de résonance, en tout cas, dans l'écosystème public. Donc, c'est intégrer rapidement les financements publics dans votre gouvernance à tous les niveaux.
Et donc ça vous permettra d'avoir une véritable stratégie de financement qui soit beaucoup plus construite et qu'on puisse activer au fil de l'eau les différents leviers et dérouler un peu cette pelote de laine là, qui vous permette, comme pour le schéma qu'on vous avait montré là, d'arriver à optimiser votre parcours dans cette jungle un peu des financements publics pour éviter de se dire j'ai activé de manière opportuniste un financement et là du coup qu'est-ce que je fais quoi, quelle est la suite et des fois en n'ayant pas cette approche préalable de construction, on va perdre du temps, on va peut-être louper des appels à projets, on va gréver sa trésorerie peut-être de manière inutile. Donc voilà, c'est vraiment avoir cette approche prospective pour avoir le plus d'impact et maximiser l'effet de levier des financements publics. Bon, on va finir là-dessus. Surtout, ne pas avoir peur de se lancer vraiment dans du crédit impôt recherche, dans du crédit impôt innovation. Ce n'est pas si compliqué. Hein. Effectivement, il y a toujours un peu l'idée que là, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas le bon modèle. Ça marche aussi pour les cas d'usage. Hein. On a parlé de l'état de l'art, mais il y a aussi tout. Voilà, définir vraiment le niveau de rupture aussi, peut-être très important. Le niveau de rupture, ce n'est pas forcément faire de la grosse R&D. C'est aller aussi sur un niveau de rupture au niveau des précédés, au niveau du lancement produit. Voilà, Les ça peut être sociétés plein de à choses. impact, ce n'est pas des gros niveaux de Voilà, rupture et pour autant, ça. voilà, souvent on se demande même si ce n'est pas synonyme, quoi. Impact et innovation, parce qu'à chaque fois qu'une entreprise veut s'engager dans un rôle comme ça, elle est obligée de changer des choses, de modifier son business model. Enfin, voilà. Donc, effectivement, l'innovation n'est pas que technologie, clairement. Très bien, bon, on finira là-dessus. Désolé d'avoir un peu débordé, mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire. Pour les autres, pour les questions en suspens, de toute manière, on va rester en contact. Donc, on va vous donner les coordonnées. Je ne sais pas si Paul et Guillaume, c'est possible peut-être le petit schéma, peut-être que certaines seront preneurs, ou Marc, vous l'aurez en replay aussi. Hein. Oui, Ouais. soit ça. Enfin, après, c'est à toi de nous dire quel contenu tu veux. Nous, on met tout ça à votre disposition. Donc, Ouais. voilà, On n'hésitez vous pas laissera nos à coordonnées, l'expliquer. soit Ouais. moi, soit Paul, soit Guillaume, et puis en fonction, on vous donnera voilà, effectivement les éléments. Si vous avez des questions personnelles, ça sera aussi l'occasion d'en discuter après. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ben, merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Voilà, merci aux auditeurs. Et je vous donne rendez-vous donc pour mardi 9 novembre. On parlera donc de la sécurisation de la démarche fiscale et de nouvelles orientations aujourd'hui de la DGFiP. On en a beaucoup parlé durant la crise, notamment avec les exonérations de charges. Donc, on va revenir là-dessus, et puis notamment la loi de finances 2022. Et puis, si vous avez des questions directes à poser à la DGFiP, ça sera l'occasion ou jamais. Donc, c'est mardi 9 novembre. Voilà. Juste Christophe, que je comprenne bien, là, les questions qui sont restées en suspens, comment on relaye ça pour pouvoir y répondre? Moi, je les ai. Donc, vous Ok, inquiétez pas, je ok, transmettrai. ça marche, super, Peut-être. très bien. Voilà. Ouais, Merci parfait. à vous. Merci, Merci Au à bonne tous. revoir. journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.